Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue chez Cybelle Coaching. Vous avez certainement rempli le Maslach Burnout Inventory, donc le test de burnout que j'ai mis en ligne sur mon site cybelle-coaching.com. Ce test n'est pas suffisant en soi pour diagnostiquer un burn-out, mais j'espère qu'il aura pu quand même vous apporter quelques réponses sur votre situation. C'est l'occasion pour vous de faire le point. Ce test n'est vraiment pas suffisant, mais en même temps, il donne quand même une indication sur la façon dont vous vous sentez en ce moment. Si vos résultats de test sont majoritairement dans le rouge et ou le orange, ça indique probablement un risque de burn-out assez élevé. Vous êtes peut-être en état de stress répété depuis trop longtemps et vous avez peut-être atteint les limites de votre résistance. Vous vous sentez probablement vidé de vos ressources, totalement incapable de poursuivre votre activité. C'est peut-être l'occasion de s'arrêter justement et d'aller voir votre médecin, j'en parlerai tout à l'heure. Si vos résultats de test sont principalement répartis entre le orange et ou le vert, c'est peut-être signe que il y a un risque faible à modéré de burn-out. Vous êtes probablement en état de stress passager, vous n'avez peut-être pas encore atteint les limites de votre résistance, certainement que vous vous sentez en partie vidé mais pas totalement de vos ressources et donc vous pouvez peut-être encore poursuivre votre activité, mais il est quand même temps de faire un ralentissement et d'opérer un changement dans votre façon de vivre pour limiter les effets du burn-out. Ce qui compte avant tout, ce sont vos ressentis. Le diagnostic se fait auprès d'un médecin qui s'y connaît en burn-out. Et les signaux d'alerte sont vraiment importants à écouter. Le burn-out est un processus lent et progressif qui s'installe vraiment dans le temps et c'est lié à nos modes de vie, la façon dont on gère notre travail, la façon dont on gère notre emploi du temps en général, la façon dont on gère notre vie privée et la façon dont on s'organise même dans la famille aussi. Le Maslach Burnout Inventory est surtout orienté sur le burn-out professionnel, donc lié au travail, mais il y a les mêmes mécanismes qui s'instaurent avec le burn-out parental. Alors comment faire pour en sortir, ou que peut-on faire pour le prévenir en fonction de votre état, votre situation? C'est vraiment important d'abord de dire votre histoire du burn-out, d'exprimer vos ressentis et vraiment de saisir l'occasion avec un professionnel pour faire le point sur votre situation. Et l'approche multidisciplinaire est ici vraiment fondamentale. Je vous invite avant toute chose à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant et ce médecin fera le suivi médical et il vous fera un arrêt de travail s'il est nécessaire. N'hésitez pas à le demander si vous sentez que vous en avez besoin, que ce soit pour 2-3 jours, pour 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, bref, vous voyez avec lui ou avec elle ce qu'il est judicieux de prendre comme arrêt de travail pour le moment. Vous pouvez le faire petit à petit, peut-être qu'avec 2 semaines d'arrêt, vous allez vous rendre compte qu'il vous faut plus, certainement d'ailleurs. Mais peut-être qu'avec 2 semaines, vous aurez, en fonction de votre état, suffisamment de recul sur votre situation pour changer certaines choses dans votre mode de vie. Alors après, il peut y avoir un accompagnement médical, un soutien médicamenteux qui peut être nécessaire, donc ça c'est à voir avec votre médecin ou avec votre psychiatre, si vous êtes suivi par un psychiatre ou si vous sentez que vous en avez besoin. N'hésitez pas à faire appel à d'autres professionnels du type ostéopathe, kiné, micro-kiné, ça c'est excellent pour tout ce qui est traumatisme ou choc émotionnel ou juste pour se remettre de ses émotions en général. Et Dieu sait qu'on en vit des émotions, surtout quand on est soumis à un stress répété sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par différents thérapeutes. C'est vraiment la multidisciplinarité qui va faire que vous allez avoir un accompagnement complet qui va agir sur tout votre être, sur tous les niveaux. Il y a le niveau physique qui est très important à prendre en premier lieu, en compte. Ensuite, il y a le niveau émotionnel, donc c'est pour ça que je vous parlais de microkinésithérapie. Ça peut être le massage aussi, ou l'hypnothérapie. Voilà, donc là il y a le corps, les émotions, il y a le niveau psychique, avec un psychologue ou un psychiatre,
ou une psychiatre ou une psychologue. Donc voyez un peu en fonction de votre situation comment vous vous sentez, en fonction de vos besoins. Écoutez-vous. Ensuite, un coaching peut être bénéfique pour accompagner votre sortie de burn-out ou pour prévenir le burn-out et donc agir en fonction de votre situation avec des actions concrètes qui vont faire qu'on va gérer votre niveau d'énergie au mieux en fonction des activités qui vous donnent de l'énergie et des activités qui vous en prennent. Donc ça, c'est un tri qu'il faut apprendre à faire, y compris pendant votre arrêt de travail, qui va vous permettre de mieux gérer vos besoins, mieux gérer votre état d'énergie, votre niveau d'énergie, et donc réajuster certaines choses au fur et à mesure. Donc ça, ce sont les premières choses à faire. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est absolument nécessaire, une fois que vous avez fait le point sur tous les professionnels qui pourraient vous accompagner aux différents niveaux. Évidemment, je n'ai pas cité tout ce qui était soins énergétiques, mais c'est aussi un niveau sur lequel vous pouvez agir qui est très bénéfique. Le Reiki, par exemple, mais il y a d'autres techniques comme la trame ou d'autres techniques de soins énergétiques qui sont excellentes pour faire un nettoyage. Alors, ce qu'il faut ensuite, deuxième étape, c'est aller voir les causes de votre burn-out. Analyser les causes, ça veut dire aller voir qu'est-ce qui vous a stressé. Donc, on appelle ça des stresseurs ou les facteurs de risque. Et en général, dans le travail, c'est lié aux exigences ou aux contraintes liées au travail. Ça peut être la quantité de travail, le volume. Ça peut être les horaires à revoir. Il y a les exigences émotionnelles aussi, le fait d'être confronté à des situations qui sont émotionnellement éprouvantes. Donc il faut voir comment vous gérez ces émotions, savoir les accueillir, se laisser traverser, et non pas les contrôler et les empêcher d'agir. En général, on a envie qu'elles cessent, parce que c'est désagréable, et on met un couvercle dessus, et ça fait effet cocotte minute. Ça, c'est très mauvais, je sais de quoi je parle. Parce que après ça s'accumule, on a du mal à supporter le trop-plein et à un moment donné ça explose. Donc ça, c'est à éviter parce que en général, quand ça explose, c'est que nos limites ont été atteintes. Donc si on veut savoir s'arrêter avant que les limites soient atteintes, il faut savoir écouter nos limites, écouter nos besoins, écouter nos émotions et les laisser nous traverser de façon respectueuse. Bref, il y a tout un apprentissage à faire de ce côté-là, et ça peut se travailler en psychothérapie, si on veut travailler les causes profondes, et ou en coaching, pour agir de façon concrète, progressivement, pas à pas, la technique des petits pas, pour apprendre à mieux vivre ces émotions. Ensuite, il y a le manque d'autonomie et de marge de manœuvre pour réaliser son travail. Donc ça peut poser problème et ça peut créer du stress qui fait que ça s'accumule au fur et à mesure. On n'a pas suffisamment de liberté de décision dans son travail et ça peut créer un stress. Donc ça, c'est à voir plutôt dans le cadre du travail. Il peut y avoir aussi un manque de soutien social et de reconnaissance au travail. Et ça peut créer vraiment un environnement stressant également. Il y a les conflits éthiques et de valeurs. Par exemple, entre sécurité et liberté. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie dans mon travail, j'ai besoin de pouvoir décider de ce que je fais, et en même temps, j'ai besoin de la sécurité de l'emploi, j'ai besoin de savoir que quand je communique au sein de mon équipe, je suis en sécurité pour le faire. Il y a suffisamment un cadre bienveillant et ouvert d'esprit pour que je puisse le faire. Bon. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'où le stress. Il peut y avoir aussi des changements constants. On a vécu, surtout depuis 2 ans, mais même de toute façon en général, dans la société actuelle, on vit des changements permanents. Est-ce que j'en ai vécu trop selon mes besoins? Est-ce qu'il y a une insécurité de l'emploi, du travail? Bref, tout ça, c'est à analyser en profondeur. Pour le burn-out parental, il y a les mêmes processus qui se mettent en œuvre. Les exigences du travail de parents, c'est la même chose. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de tâches à réaliser. Les horaires
il y en a pas. C'est du non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les exigences émotionnelles, évidemment, au niveau relationnel, en tant que parent, on traverse plein de phases différentes, et c'est les montagnes russes. Donc tout ça, c'est émotionnellement éprouvant. Le manque d'autonomie et les marges de manœuvre pour réaliser les tâches, ça, en général, c'est pas forcément un manque, mais un trop-plein. On peut se sentir au contraire isolé. Un manque de soutien social et de reconnaissance, on peut avoir l'impression de réaliser des tâches qui sont inutiles ou qui sont répétitives chaque jour, ou qui ne sont pas inutiles, en tout cas pas pour l'enfant, mais en tout cas qui ne sont pas reconnues socialement. On n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, on n'a pas de forme de reconnaissance, ou pas toujours. Heureusement, de temps en temps, on en a, mais quand on n'en a pas suffisamment, c'est comme ça que ça crée un stress qui s'accumule. Les conflits éthiques et de valeurs, c'est la même chose qu'au travail. Ça peut être des contradictions entre j'ai envie de vivre pour moi et en même temps je suis responsable de mon enfant. On peut se sentir tiraillé à l'intérieur et ça crée un stress et un mal-être. Des changements permanents, on pourrait retourner au travail un peu trop vite, ou au contraire, on voudrait prendre plus de temps, et en même temps, on se rend compte que on ne se sent pas suffisamment valorisé. Bref, ça crée beaucoup de conflits internes, et donc tout ça, ça peut se travailler avec des professionnels, sur les différents plans, physiques, émotionnels, psychiques, voire spirituels, selon vos besoins. Donc l'idée, c'est ici de diminuer les stresseurs. Tout ce qu'on vient d'énumérer, ce sont les facteurs de risque pour le burn-out ou les facteurs de stress. Et l'idée, c'est de faire remonter les ressources. Donc là, la question à se poser, c'est de quelles ressources est-ce que je dispose déjà et qu'est-ce que je peux augmenter comme ressources qui vont me permettre de faire face à ces facteurs de stress ou ces facteurs de risque. Donc il s'agit vraiment de restaurer l'équilibre de la balance du côté des ressources. Et donc pour les augmenter, pour les aider vraiment à les solliciter, il y a pas mal de ressources dont je peux disposer, et là il s'agit de balayer toutes les possibilités. Donc dans tous les domaines de la vie en général, ce qu'on pourrait citer, c'est redevenir intime avec soi-même et découvrir quelles sont nos aspirations profondes. Donc renouer avec nos rêves. On est parfois en quête de sens dans ces cas-là de burn-out. Et donc c'est l'occasion d'aller revisiter nos rêves d'enfant ou nos rêves actuels. Ensuite, c'est faire l'examen de ses habitudes de vie. Comment est-ce que je mène ma vie? Est-ce que j'ai besoin de revoir mon rythme, mon équilibre vie professionnelle, vie privée, etc. Est-ce que je prends de bonnes habitudes en termes de respiration, en termes de pause, en termes de quantité de travail ou quantité d'activité, quantité de relations, la qualité aussi de toutes ces relations ou de ce travail. Ensuite, il s'agit de demeurer attentif à ses sentiments, ses émotions, s'écouter. En général, quand on est tombé en burn-out, c'est qu'on ne sait pas écouter suffisamment et on a dépassé nos limites. Donc pour éviter de les redépasser, il faut les détecter et donc sentir quels sont nos besoins. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément mis le doigt sur nos besoins réels ou on n'a pas forcément envie de les voir, tout simplement. Ensuite, je vous inviterai à faire des choses agréables, en général. Donc, pratiquer des choses qui vous font du bien, des activités qui vous font du bien. Et s'écouter, ça veut dire se respecter, tout simplement, en tant qu'individu, dans nos limites. Et ça s'apprend, surtout pour les perfectionnistes, travailleurs, engagés, qu'en général sont les personnes qui tombent en burn-out. Ensuite, je vous inviterai à voir où sont vos limites et à les communiquer aux autres. Donc ça demande de l'assertivité, ça demande de savoir les exprimer et donc avant tout de les reconnaître et de les accepter. Et ça, c'est déjà tout un travail en soi qui peut se travailler en coaching. Et enfin, relativiser et voir les choses dans une perspective plus large. L'idée, c'est de prendre du recul, de voir un peu dans notre vie ce qui est important de ce qui l'est moins, et d'analyser ce qui est vraiment essentiel et de faire le tri.
Et puis de comparer aussi nos situations à d'autres personnes, de voir par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être encore plus mal que nous, ça permet de relativiser et de prendre du recul pour voir que ça ne va pas si mal et de respirer et de prendre les choses en main avec plus de joie. Alors, au niveau du travail, pour retrouver des ressources, il est peut-être temps de revoir vos horaires de travail. Ça, c'est peut-être la première chose à faire. Ensuite, peut-être qu'il faut planifier votre travail autrement ou mieux. Éviter le perfectionnisme trop important. Apprendre à dire non et à déléguer. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc ça, ce sont des conseils très concrets. Après, ce que vous pouvez faire dans un deuxième temps, c'est aller voir du côté des thérapies cognitivo-comportementales. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ce qu'on appelle les TCC. C'est une forme de psychothérapie particulière, en général des thérapies brèves, donc des thérapies courtes, sur du court terme, pour soigner les phobies, la dépression, l'anxiété, le stress, les TOC, l'addiction, etc. Et donc, ces thérapies cognitivo-comportementales sont tournées vers le changement dans le présent. Donc, on va aller réfléchir, analyser le passé pour comprendre l'origine des problèmes. Et ensuite, on va essayer de résoudre ce problème dans le présent. Et donc ça, c'est la partie la plus importante. Ensuite, vous pouvez aller voir également du côté des formations. Tout à l'heure, on parlait d'assertivité. Ça peut être l'occasion de l'améliorer, de la travailler tout court. De travailler sa communication. Il y a de très bonnes formations sur les communications non violentes qui peuvent peut-être être utiles. La gestion du stress, l'organisation, la planification du travail, la gestion du temps, etc. Voilà, donc ça, ce sont des formations qui pourront vous aider à améliorer vos compétences, vos comportements pour mieux répondre à vos besoins. Et enfin, vous pouvez travailler sur la relaxation, la méditation. Ça peut être fait à travers la sophrologie, des exercices de pure respiration. Le contact avec la nature, c'est exactement ce dont on a besoin en général quand on est épuisé. Se reconnecter à la nature, bon ça c'est tout un sujet. Moi je fais justement des séances de coaching en forêt, en nature. Ça contribue vraiment à se reconnecter à ses ressources. On est déjà dans le mouvement, on se reconnecte à ce qui est vivant en soi, autour de soi. Et le fait de voir du vert, d'être dans un environnement de nature, permet vraiment de se ressourcer déjà en soi. Et donc de trouver les moyens d'avancer dans sa vie et surtout un super remède anti-burnout. Alors, il y a aussi le yoga, la danse. Il y a toutes sortes de danses qui peuvent être très bonnes. Je pense à la biodanza, la danse des 5 rythmes, la danse intuitive. Je propose des cours le mardi soir à la Maison des Femmes à Schaerbeek, par exemple, si vous êtes dans le coin. Voilà, il y a toutes sortes d'outils qui sont très bons. En gros, la stratégie burn-out principale à adopter, c'est le repos. Le repos, alors c'est très difficile pour les personnes qui, justement, ont l'habitude de se pousser, mais c'est essentiel. Alors c'est souvent toute une démarche d'acceptation pour travailler, pour arriver en fait à se mettre en repos et à trouver comment se reposer. Parce que certaines personnes ont besoin de se reposer en ne faisant rien, ou en tout cas en faisant une super pause dans le calme, dans son lit, une sieste, améliorer son sommeil, etc. Et d'autres personnes se ressourcent dans le mouvement, en étant actifs. Donc ça dépend vraiment de vous. Et si vous vous connaissez pas suffisamment bien, vous ne savez pas vraiment comment vous ressourcer. Donc après, on peut mixer les différentes techniques de repos. Moi personnellement, je fais un mix entre des siestes ou des micro-siestes d'un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, et du yoga, de la méditation, de la danse, voilà. Parfois j'ai besoin d'être en mouvement, et parfois je sens que j'ai vraiment besoin de m'arrêter complètement, y compris physiquement. Donc ça dépend de vous. Si vous vous écoutez, vous saurez ce qu'il faut faire, et ce qui est bon pour vous.
Bon, certaines personnes se connaissent déjà bien, mais en général, quand on tombe en burn-out, c'est qu'il y a tout un travail à faire sur, finalement, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, apprenez à faire des pauses, des transitions, prenez des respirations entre chaque activité, et puis surtout, reprenez la souveraineté de votre corps. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent aujourd'hui dépossédées de leur corps. On oublie qu'on est un corps, on est une tête pensante, certes, et c'est très important, mais pas que. On est un corps, on est aussi une âme, et même si on est anti-religieux, le spirituel peut avoir une importance, et je parle du spirituel au sens large. Donc l'idée, c'est de reprendre cette liberté, de reprendre possession de tout ce qui nous anime, au sens qu'est-ce qui nous donne vie. Hein, animer, anima, c'est qu'est-ce qui donne vie. Donc qu'est-ce qui me donne vie à moi? Voilà, l'idée c'est de gagner en flexibilité, mais non pas en nous suradaptant aux autres et à notre environnement, mais surtout de gagner en flexibilité par rapport à ce qui vit à l'intérieur de nous aussi. Et donc qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et gagner en flexibilité, c'est une flexibilité mentale qui va de pair avec la flexibilité corporelle et émotionnelle. Et donc si je travaille la mobilité de mon corps, ça va m'aider à travailler ma mobilité et ma flexibilité mentale et émotionnelle. Tout est lié. Donc quand on agit sur un plan, on agit aussi sur les autres et tous les plans sont liés. Donc voilà. En conclusion, eh bien, je vous dirais que je suis à votre écoute si vous avez besoin de services de coaching. Appelez-moi, prenez un rendez-vous. La première séance découverte est gratuite pour faire le point sur votre situation de façon plus personnalisée. On pourra reparler des résultats de votre test Burnout MBI. En tout cas, voilà, je vous mets le lien pour prendre rendez-vous juste en dessous de la vidéo. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon repos, un bon ressourcement de diverses façons et surtout multiplier vos stratégies anti-burnout. C'est le meilleur moyen de vous en sortir et de limiter les effets du burn-out et surtout de reprendre de l'énergie et d'aller de l'avant dans votre vie de façon nouvelle. Voilà, je vous souhaite le meilleur et j'espère peut-être à bientôt.